Tu dramatises. Il a prononcé ces mots sans lever la voix, presque avec indulgence, comme on apaise quelqu'un qui s'agite pour rien. Nous étions dans la cuisine, un matin ordinaire, la cafetière encore chaude, la radio en sourdine, rien m'annonçait un basculement. Et pourtant, à l'instant précis où cette phrase a traversé l'air, j'ai senti quelque chose se détacher en moi, calmement, irréversiblement. Car je me suis tue, pas par habitude cette fois, mais par lucidité soudaine. Parce que ce mot n'était pas anodin. Tu dramatises. Il ne disait pas je t'ai blessé. Il ne disait pas explique-moi. Il disait que ce que je percevais n'avait pas de valeur, que mon ressenti était excessif. Et dans cette minimisation tranquille, j'ai compris que ce que je venais d'effleurer n'était pas un détail, mais une faille immense. Je m'appelle Madeleine. J'ai 60 à 8 ans. Et pendant plus de 30 à 5 ans, j'ai cru vivre un mariage solide, discret, presque exemplaire. Une vie sans cri, sans scandale, sans tempête visible. Une vie que beaucoup décrivaient comme enviable. J'y croyais aussi, parce que le calme me semblait être la preuve d'une maturité profonde. Je n'imaginais pas encore qu'il pouvait aussi servir à masquer autre chose. Quand je l'ai rencontré, j'avais déjà appris à me méfier des hommes trop brillants, trop démonstratifs. Lui était tout l'inverse. Réservé, mesuré, toujours occupé, mais jamais débordé en apparence. Il parlait peu de lui, beaucoup de responsabilités. Il disait que la vie devait être compartimentée pour fonctionner. J'avais pris cette phrase pour une sagesse acquise avec l'âge. Notre mariage s'est construit sur cette base. Sans grande discussion, sans négociations explicites. Une répartition s'est installée naturellement, du moins le croyait à jeu. Lui gérait l'extérieur. Le travail, les décisions, les déplacements. Moi, je m'occupais de l'intérieur, la maison, les liens, l'équilibre invisible. Je me sentais utile, indispensable même, et cette utilité m'a longtemps fait taire. Il y avait pourtant ces absences régulières, jamais inquiétantes, prises séparément, toujours expliquées, toujours justifiées avec précision. Trop de précision, peut-être, des réunions tardives, des week-ends écourtés, des appels pris à l'écart. Quand je posais une question, il répondait calmement, parfois avec un sourire amusé. Il disait que je me faisais des idées, que je devais lui faire confiance, et je le faisais. Les années ont passé ainsi, sans heurts apparents. On nous disait solide, stable. Je souriais, j'y croyais sincèrement. Je confondais habitude et sécurité. Je ne voyais pas que cette stabilité reposait sur une ignorance soigneusement entretenue. Ce matin-là, dans la cuisine, quelque chose avait changé. Je n'avais encore aucune preuve concrète, aucun document, aucun aveu clair, seulement une intuition, devenue trop précise pour être ignorée. Et sa réponse, tu dramatises, venait de lui donner une forme définitive. Je l'ai regardé. Son visage était tranquille. Aucun signe d'inquiétude. Aucune peur de me perdre. Cette absence de crainte m'a frappé plus que tout. Elle disait combien il était certain de sa position. Combien il croyait que le temps, comme toujours, refermerait ce que je venais d'ouvrir. Tu sais, AATA, il ajoutait, c'est ta nature. Tu réfléchis trop. Cette phrase a agi comme un révélateur. Elle venait clore quelque chose. Pas la conversation. L'illusion. J'ai compris à cet instant que s'il menait 2 vies, ce n'était pas seulement par dissimulation, mais parce qu'il était convaincu que je n'avais pas à tout savoir. Que mon rôle était ailleurs, en marge. Je n'ai pas répondu. Pas par faiblesse. Par clarté. Je sentais déjà que la discussion, telle qu'il la concevait, ne mènerait nulle part. Les mots auraient été retournés. Mes doutes, transformés en excès. Mon calme en résignation. Il est sorti de la cuisine comme si de rien n'était. J'ai entendu ses pas s'éloigner. La radio continuait de parler. La cafetière sifflait doucement. Le monde n'avait pas bougé. Et pourtant, tout venait de se déplacer en moi. Je me suis assise. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Je n'étais ni en colère, ni en larmes. J'étais dans un état plus rare, plus dangereux aussi, la lucidité calme, celle qui ne cherche plus à convaincre, celle qui observe, assemble, comprend.
Je n'avais pas encore nommé ce qu'il cachait. Je n'avais pas encore mesuré l'ampleur de la double vie. Mais je savais déjà une chose essentielle. Si je gardais mon calme aujourd'hui, ce n'était plus pour préserver notre équilibre. C'était pour me préparer à ne plus être tenu à l'écart. Et dans ce silence nouveau, choisi, une certitude s'installait doucement. Le calme n'est pas toujours une faiblesse. Il peut être le début d'une reconquête. Revenir sur le passé s'est imposé sans effort, presque malgré moi. Non pas par nostalgie, mais parce que la lucidité nouvelle cherchait ses racines. J'avais besoin de comprendre comment j'avais pu vivre, si longtemps dans un calme que je croyais partagé, alors qu'il n'était peut-être que le mien. Quand je l'ai rencontré, j'avais déjà traversé assez d'histoires pour ne plus croire aux promesses trop brillantes. Lui m'avait séduite par sa retenue. Il ne se racontait pas facilement. Il disait que le vrai se gît, qu'il ne se proclame pas. Cette discrétion me rassurait. J'y voyais une forme de solidité, presque de sagesse. Je pensais que l'absence de démonstration était un signe de profondeur. Il parlait souvent de responsabilité, du poids des décisions, du fait que certaines choses devaient rester séparées pour que tout tienne. À l'époque, ces mots me semblaient adultes. Je sortais d'années où tout avait été trop dit, trop montré, trop exposé. Son silence me paraissait être un refuge. Je n'ai pas compris qu'il pouvait aussi être un écran. Notre mariage s'est construit sans éclat. Peu de discussions interminables, peu de conflits ouverts. Une organisation s'est installée presque naturellement. Lui prenait en charge ce qu'il appelait le dehors. Le travail, les déplacements, les décisions importantes. Moi, je gérais l'intérieur, la maison, les relations, les équilibres invisibles. Je ne me sentais pas exclue. Je me sentais utile. Et cette utilité me donnait une place claire. Les premières années ont été calmes, régulières. Nous avions nos habitudes, nos repères. Je disais souvent que nous nous comprenions sans trop parler. Aujourd'hui, je me demande si je ne parlais pas, surtout pour masquer ce que je ne comprenais pas. Mais à l'époque, je me sentais en sécurité. Rien ne criait l'alarme. Avec le recul, je vois pourtant ces petits glissements que je justifiais sans y penser, des décisions annoncées une fois déjà prises, des projets que l'on reportait sans vraie raison. Il disait souvent que ce n'était pas le bon moment, que certaines choses devaient attendre. Je faisais confiance. Faire confiance était devenu une manière de ne pas déranger. Il répétait souvent une phrase qui me revient aujourd'hui, avec une clarté nouvelle. L'important, c'est que tu n'aies à t'inquiéter de rien. À l'époque, je prenais ces mots pour une preuve d'amour. Je comprends maintenant qu'il traçait surtout une frontière. Ne pas m'inquiéter signifiait ne pas demander. Ne pas demander signifiait ne pas savoir. Et ne pas savoir était présenté comme un confort. Je me souviens de certaines conversations, interrompues quand j'entrais dans une pièce. Pas brutalement. Juste un silence poli, suivi d'un sourire. Je me disais que le sujet n'était pas important. Ou qu'il concernait des choses trop techniques pour moi. J'avais appris à respecter ce que je croyais être une pudeur. Je ne voyais pas encore qu'elle me maintenait à distance. Il y avait aussi ses absences. Toujours expliquées. Jamais suspectes. Prises isolément. Des réunions tardives. Des déplacements imprévus. Il se donnait des détails précis, presque trop. Je prenais cette précision pour une preuve d'honnêteté. Je ne pensais pas à vérifier. Vérifier aurait été douter. Et douter, à mes yeux, revenait à fragiliser notre équilibre. Les années ont passé ainsi, une vie sans heurts apparents. On nous disait solide. Je souriais. J'y croyais sincèrement. Je confondais habitude et intimité. Je ne voyais pas que cette stabilité reposait sur une asymétrie silencieuse. Je n'avais pas l'impression de me sacrifier. Je pensais simplement que chacun avait son rôle. Et le mien consistait à maintenir le calme, à arrondir les angles, à comprendre sans insister. Cette posture m'était devenue naturelle. Elle était même valorisée. On me disait patiente, raisonnable, forte. Ce retour sur le passé ne m'a pas apporté de colère. Il m'a apporté une compréhension plus fine. Je n'avais pas été aveugle. J'avais été cohérente avec ce que l'on m'avait appris. Aimer, c'est parfois se taire. Préserver, c'est parfois renoncer à tout savoir. Mais ce que je croyais être une qualité avait aussi servi à nourrir autre chose. Un espace opaque.
une liberté que je n'avais pas partagée. Et cette prise de conscience, aussi tardive soit à elle, avait déjà commencé à déplacer quelque chose d'essentiel. Je comprenais peu à peu que si je gardais le calme pendant toutes ces années, ce n'était pas parce que tout allait bien. C'était parce que le calme était devenu ma manière d'exister dans une histoire où je n'avais jamais eu accès à toute la vérité. Et désormais, ce même calme allait peut-être me servir autrement. Les premiers signes ne se sont jamais imposés comme des preuves. Ils se sont glissés dans le quotidien avec une discrétion telle que je les ai longtemps confondus avec la normalité. À l'époque, je n'aurais pas su dire quand le doute avait commencé. Je sais seulement que, peu à peu, quelque chose en moi s'était mis à observer sans parler. Il y avait ces absences qui ne disaient pas leur nom, pas des départs annoncés, clairs, mais des décalages. Un dîner retardé au dernier moment, une réunion qui s'éternisait sans prévenir. Un week-end écourté pour une urgence professionnelle. Chaque fois, l'explication semblait logique. Trop logique. Et je me félicitais de ne pas être de ces femmes qui interrogent, qui surveillent, qui soupçonnent. J'appelais cela la confiance. Il y avait aussi les appels, toujours pris à l'écart. Jamais devant moi. Il se levait, sortait de la pièce, parlait à voix basse. Quand il revenait, il était détendu, presque léger. Je me disais qu'il réglait des choses complexes, que son travail exigeait de la discrétion. Je ne pensais pas encore que cette discrétion ne me protégeait pas, mais m'excluait. Son téléphone ne le quittait plus. Posé face contre la table, toujours en silencieux. Quand l'écran s'allumait par inadvertance, il le retournait aussitôt, comme un réflexe appris. Je détournais le regard. Regarder aurait été reconnaître que je doutais. Et douter me semblait déjà une trahison. Il y avait ces détails minuscules, presque ridicules, pris séparément. Une attention nouvelle pour son apparence, certains jours. Une chemise repassée avec plus de soin. Un parfum différent, léger, presque imperceptible. Je trouvais toujours une explication. Le hasard. Une rencontre professionnelle. Un changement d'habitude. J'étais devenue experte en interprétation rassurante. Quand je faisais une remarque, il souriait. Il disait que je remarquais trop de choses, que j'avais l'esprit trop occupé. Il savait utiliser l'humour pour désamorcer. Et je riais avec lui, soulagée de ne pas être celle qui crée un malaise. Je préférais le confort du rire à l'inconfort de la question. Il y avait aussi le regard des autres, pas accusateur, interrogatif, des silences dans certaines conversations, des phrases qui semblaient se couper quand j'arrivais. Je me disais que je me faisais des idées, que tout le monde n'était pas tenu de tout partager. Je me reprochais même cette impression diffuse, comme si elle révélait une méfiance déplacée. Peu à peu, mon avis a commencé à compter moins. Pas officiellement. Il ne m'a jamais dit que je n'étais pas compétente. Au contraire. Il me félicitait pour ma capacité à maintenir l'harmonie, à comprendre sans faire de vagues. Ses compliments dessinaient un rôle précis. Celui de la femme raisonnable, celle qui facilite, celle qui n'interroge pas trop. Il y a eu ces petites humiliations, enveloppées de douceur. Une décision prise sans m'en parler, puis expliquée après coup. Une information jugée inutile pour moi, toujours sous couvert de protection. Toujours avec cette idée que c'était pour mon bien. Et moi, je remerciais presque. J'avais appris à confondre l'exclusion avec la sollicitude. Mon corps, lui, savait avant moi. Une fatigue sourde. Des réveils nocturnes sans raison claire. Cette impression persistante de vivre à côté de quelque chose d'essentiel. Je mettais cela sur le compte du temps qui passe. De l'âge. De l'usure normale des longues histoires. Je refusais d'y voir un signal. Je continuais pourtant à dire que notre couple était solide. Parce que rien ne s'effondrait. Parce que tout tenait encore. Je n'avais pas compris que cela tenait précisément parce que je me taisais. Parce que je faisais taire mes doutes avant qu'ils ne deviennent des questions. Avec le recul, je comprends que ces silences, ces absences expliquées, ces décisions unilatérales, n'étaient pas des maladresses. Ils formaient un ensemble cohérent, une organisation invisible, patiemment construite, où ils pouvaient mener deux vies sans être inquiétés, pendant que je maintenais la façade. Je n'avais encore aucune preuve. Aucun fait irréfutable. Seulement une accumulation de sensations que j'avais longtemps niées. Mais déjà, quelque chose s'était déplacé. Je n'étais plus complètement endormie, je regardais, j'écoutais, je notais mentalement. Et surtout, je gardais mon calme.
Non plus par habitude, mais parce que, sans le savoir encore, ce calme devenait une ressource. La révélation n'est pas venue comme une scène de théâtre. Elle s'est imposée dans un moment sans relief, presque trop ordinaire pour contenir une vérité aussi lourde. Ce jour-là, il était parti tôt, laissant derrière lui la maison silencieuse et ce calme familier que j'avais longtemps confondu avec la sécurité. Je rangeais un placard du couloir. Rien de plus banal. Un geste mécanique, sans intention cachée. En tirant une veste rarement portée, quelque chose est tombé à mes pieds. Un papier plié, froissé, comme oublié là depuis longtemps. Je l'ai ramassé sans y penser, puis je me suis arrêtée. Le papier portait un an à tête d'hôtel, un nom, une date précise, gravée dans ma mémoire, pour une autre raison. C'était un jour où il m'avait appelé pour m'annoncer un imprévu. Une obligation professionnelle de dernière minute. Il rentrerait tard. Peut-être même le lendemain. Je me souvenais très bien de ce soir-là. J'avais dîné seule, sans m'inquiéter. J'avais cru à sa voix assurée, à sa logique implacable. Je me suis assise. J'ai relu. Puis relu encore. Le ticket n'était pas une preuve éclatante. Il n'y avait rien de compromettant en soi. Mais il s'inscrivait trop parfaitement dans un puzzle que je refusais jusque-là de regarder en face. Ce n'était pas un hasard. C'était une cohérence. Je n'ai pas ressenti de panique, ni de colère immédiate. J'ai ressenti quelque chose de plus rare, plus stable. Une certitude calme, celle qui ne tremble pas. Celle qui ne cherche plus à être rassurée. Je me suis mise à regarder autrement. Les tiroirs. Les poches. Les papiers laissés sans attention. Sans fouiller frénétiquement. Sans rage. Avec une méthode presque froide. Et chaque détail venait confirmer ce que je n'osais pas encore formuler. Des reçus de restaurant pour deux. Des notes griffonnées avec des initiales que je ne reconnaissais pas. Toujours des dates. Toujours des lieux où je n'avais jamais été conviée. Il menait deux vies, et ce n'était pas récent. Ce n'était pas accidentel. C'était organisé. Quand il est rentré ce soir, je l'ai observé comme on observe quelqu'un que l'on croit connaître et que l'on découvre. Soudain autrement. Sa façon de poser ses clés. Son sourire tranquille. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai répondu normalement. Trop normalement. Peut-être. Il n'a rien perçu. Ou il n'a rien voulu percevoir. Après le dîner, j'ai posé le ticket devant lui. Simplement. Sans préambule. Tu peux m'expliquer ça? Il a pris le papier, l'a regardé à peine une seconde, puis l'a reposé. Un déplacement? Il dit. J'ai dû me garer là. Cette réponse aurait suffi autrefois. Elle glissait sur une confiance que je n'avais jamais remise en question. Pas ce soir-là. Ce jour-là, tu étais censé être ailleurs. Et je dis doucement. Il a soupiré, agacé. Tu vois des problèmes partout. Tu dramatises. Le mot est tombé exactement comme le matin même. Tu dramatises. Et dans cette répétition, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de me convaincre. Il s'agissait de me réduire, de faire passer la réalité pour une exagération, de transformer les faits en émotions excessives. Ce ne sont pas des problèmes. Et je répondu. Ce sont des faits. Mais il a parlé alors. Beaucoup. Des phrases bien construites, des justifications vagues. Il évoquait des obligations, des arrangements, des choses sans importance. Il ne niait pas vraiment. Il minimisait. Et cette minimisation était la confirmation la plus violente de tout ce que je venais de comprendre. Je n'ai pas demandé depuis quand. Je n'ai pas demandé avec qui. Ces questions m'auraient encore placé dans une position d'attente. Je n'attendais plus. Je constatais. Tu sais, il ajouté, c'est compliqué. Tu ne comprendrais pas tout. Cette phrase a tout scellé. Elle venait poser la dernière pierre d'un édifice bâti sur mon exclusion. Il ne s'agissait pas seulement d'une double vie. Il s'agissait d'une hiérarchie. Lui, détenteur de la vérité entière. Moi, maintenu dans une version édulcorée, présentée comme suffisante. Je me suis levée. Je n'avais plus rien à dire. Les explications supplémentaires n'auraient rien réparé. La vérité était déjà là. Entière. Froide. Irréversible. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas parce que j'étais envahie par la douleur, mais parce que mon esprit travaillait avec une clarté nouvelle. Les souvenirs se réorganisaient. Les silences prenaient sens. Tout ce que j'avais appelé confiance se révélait être un arrangement à sens unique.
Je n'étais pas face à une trahison soudaine. J'étais face à une construction patiente, entretenue pendant des années, rendue possible par mon calme. Et pour la première fois, j'ai compris que ce calme, que j'avais longtemps offert pour préserver, pouvait désormais servir à autre chose. Il n'était plus un refuge. Il devenait une force. Les nuits qui ont suivi n'ont pas été peuplées de cris intérieures, ni de scènes rejouées en boucle. Elles ont été calmes, presque trop. Un calme dense, attentif, comme si quelque chose en moi avait cessé de lutter et s'était là, mis à observer avec une précision nouvelle. Je dormais, par fragments, et à chaque réveil, la même certitude m'attendait, intacte. Je savais. Je me levais souvent avant l'aube. La maison était encore immobile, débarrassée de toute mise en scène. Je m'asseyais à la table de la cuisine sans allumer la lumière. Le jour arrivait lentement, et avec lui une lucidité qui ne me quittait plus. Les objets familiers semblaient différents. Pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que je les regardais sans l'angle mort que j'avais longtemps cultivé. Mais après, je repassais les faits, non pour me faire mal, mais pour les remettre à leur place exacte. Le ticket, les reçus, les phrases prononcées sans trembler. Tu dramatises. Tu ne comprendrais pas. Ces mots n'étaient plus des coups. Ils devenaient des balises. Ils indiquaient clairement où se situait la frontière qu'il avait tracée depuis des années. Celle qui séparait sa vérité entière de la mienne, fragmentée. Je me suis interrogée sur moi-même, avec une honnêteté que je ne m'étais jamais accordée. Comment avais-je pu ne rien voir? Ou plutôt, comment avais-je pu voir sans agir? Plus, la réponse n'était ni humiliante, ni accusatrice. Elle était simple. J'avais cru que la stabilité se protégeait par le silence. Que l'amour durable exigeait parfois de ne pas poser de questions. J'avais confondu retenue et renoncement, calme et effacement. Je priais parfois, sans formuler de demande précise. Ce n'était pas une prière pour qu'il change, ni pour qu'il avoue davantage. C'était une prière pour rester droite. Pour ne pas transformer cette découverte en chaos intérieur. Je ne voulais pas devenir une autre personne sous le choc. Je voulais rester fidèle à ce que j'étais, mais sans continuer à me nier. À côté de moi, il semblait inquiet sans le dire. Je percevais ses réveils nocturnes, ses déplacements silencieux dans la maison. Il sentait que quelque chose s'était déplacé, mais il ne savait pas encore quoi. Et pour la première fois, cette incertitude ne pesait plus sur mes épaules. Elle lui appartenait. Je n'étais plus responsable de maintenir l'équilibre. Je n'ai posé aucune nouvelle question. Les réponses auraient été inutiles. Elles auraient tenté de reformer le brouillard, de reclasser les faits comme des malentendus. Je ne cherchais plus la vérité dans ses paroles. Je la tenais déjà, complète, dans l'alignement des gestes et des dates. Je comprenais enfin que l'attente d'un aveu est souvent une manière de retarder sa propre décision. J'ai commencé à noter, pas par obsession, mais par clarté. Un carnet simple, posé sur la table. J'y écrivais ce que je savais. Les périodes, les lieux, les absences récurrentes, des décisions prises sans moi. Mettre ces éléments noirs sur blanc avait un effet apaisant. Je ne rassemblais pas des reproches, je rassemblais ma réalité, sans l'adoucir ni la charger. Je me suis demandé ce que je voulais réellement, pas ce que l'on attendait de moi, pas ce qui préserverait l'image d'un couple tranquille. Ce que je voulais, moi. La réponse n'est pas venue immédiatement. Puis elle s'est imposée, nette. Je voulais cesser d'être la femme à qui l'on cache une vie entière, sous prétexte de la protéger. Je voulais redevenir un sujet, pas un décor. Cette décision intérieure n'a pas déclenché de tempête. Elle a installé un calme ferme, différent de celui que j'avais connu jusqu'à là. Un calme qui ne fuyait plus. Je n'avais pas encore de plan précis. Je n'avais pas encore entrepris de démarche concrète. Mais j'avais cessé d'espérer une réparation venant de lui. Et ce renoncement m'a rendu libre. Un matin, en refermant le carnet, j'ai écrit une phrase simple, presque sèche. Ne plus douter de ce que je vois. Cette phrase est devenue mon point d'ancrage. Le calme que j'avais longtemps offert pour préserver une façade changeait de nature. La vie y cessait d'être un réflexe appris. Il devenait un choix conscient, orienté, prêt à soutenir l'action. Je n'étais plus dans l'attente. Je n'étais plus dans la peur. Je me tenais à l'orée d'un passage décisif. Le moment où l'on cesse de garder le calme pour ne pas déranger,
et où l'on commence à le garder pour se préparer. La préparation n'a pas commencé par une rupture visible. Elle s'est installée avec la même discrétion que celle qu'il avait utilisée pendant des années pour compartimenter sa vie. À l'extérieur, rien ne changeait. Les repas se prenaient aux mêmes heures. Les phrases restaient polies. Le quotidien poursuivait sa trajectoire familière. Et pourtant, tout s'était déplacé. Je savais que je ne pouvais plus agir dans l'émotion. Le choc était passé. La douleur avait laissé place à une lucidité dense, presque méthodique. 30 à 5 années de calme, appris ne pouvaient pas se transformer en tempête soudaine. Je n'en avais ni l'envie ni le besoin. Je voulais une sortie droite. Une issue qui ne me défigure pas. J'ai pris un premier rendez-vous sans en parler. Un lieu neutre, loin de nos habitudes, où personne ne me connaissait. Je n'ai pas raconté mon histoire. J'ai exposé des faits, des dates, des absences récurrentes, des dépenses cohérentes avec ce que j'avais découvert. J'ai parlé peu, précisément. La personne en face de moi a écouté longtemps, puis a posé une question simple, presque déroutante par sa sobriété. Avez-vous consenti à cela? Cette question a tout remis en ordre. Non, je n'avais jamais consenti. Et dans ce non, prononcé à voix haute pour la première fois, j'ai senti quelque chose se redresser, définitivement, en moi. Il ne s'agissait plus d'un soupçon intime. Il s'agissait d'un cadre, d'une limite franchie sans mon accord. On m'a expliqué ce que je pouvais faire. Pas dans la précipitation. Pas dans l'affrontement. Avec méthode. Avec patience. La loi n'aime ni le bruit ni la colère. Elle aime la cohérence. J'écoutais attentivement. Je ne prenais pas de décision immédiate. Je notais. Je comprenais. Chaque information venait consolider ce que je ressentais déjà. Je n'étais pas démunie. Mais ensuite, j'ai commencé à rassembler ce qui m'appartenait. Des copies de relevés. Des documents oubliés. Des traces laissées sans précaution. Pas pour constituer une arme, mais pour établir une réalité claire. Chaque pièce ajoutée n'augmentait pas ma colère. Elle renforçait mon calme. La vérité, quand elle est structurée, cesse d'être une menace. 2. Je suis allée à la banque un matin ordinaire. J'ai posé des questions simples. J'ai demandé des historiques. J'ai ouvert un compte à mon nom. Un geste banal en apparence, presque administratif. Et pourtant, en signant, j'ai senti un déplacement profond. Cette signature-là ne couvrait personne d'autre. Elle me représentait entièrement. Me croire à la maison, il continuait à parler comme avant. Il évoquait des projets, des idées, un avenir flou qu'il supposait commun. Je l'écoutais avec une distance nouvelle. Ces mots n'organisaient plus mon monde. Il flottait. Je comprenais enfin que la normalité peut être une mise en scène et que la continuité est parfois une simple inertie. Le carnet est devenu mon allié. Chaque soir, j'y notais l'essentiel. Les démarches faites, les réponses obtenues, les points à éclaircir. Rien d'émotionnel. Cette rigueur m'empêchait de replonger dans la culpabilité ou le doute. Elle me donnait un axe. J'avais longtemps vécu dans l'adaptation. J'entrais dans l'action mesurée. La question du vieux s'est imposée sans drame. Cette maison que j'avais entretenue, habitée, protégée, elle n'était plus un refuge. Elle était devenue un décor. Toucher à ce lieu, c'était accepter que certaines histoires ne se terminent pas là où elles ont été jouées. J'ai posé la question. Les réponses ont été claires. Là aussi, j'avais des droits. Et surtout, j'avais le temps. Je n'ai rien dit à mes proches. Ce silence n'était pas de la honte. C'était une protection. J'avais appris que les confidences prématurées fragilisent les décisions. Je gardais pour moi ce qui m'appartenait désormais, la trajectoire. Parfois, une émotion tentait de s'imposer, une tristesse lourde, une colère sourde. Je les laissais passer sans les nourrir. Elles n'étaient plus aux commandes. Je refusais de transformer cette lucidité en chaos. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la cohérence. Un soir, il m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que oui. Et c'était vrai. Les choses allaient enfin dans le sens de mon alignement intérieur. Il a hoché la tête, rassuré. Il confondait encore mon calme avec une résignation. Il ne voyait pas que ce calme avait changé de nature. La préparation n'était pas une guerre. C'était une reprise de territoire. Et je savais désormais que, le moment venu, je n'aurais ni à crier, ni à me justifier.
Il me suffirait de poser les faits, et de rester là, droite, fidèle à ce que j'avais mis toute une vie à préserver, ma dignité. Le moment de la confrontation n'a pas été choisi pour son intensité. Il s'est imposé quand tout ce qui devait être prêt l'était enfin. Un soir calme, presque indécent par sa banalité, comme si la vérité avait attendu que je sois suffisamment solide pour ne plus trembler. J'étais assise à la table du salon. Devant moi, une chemise fine, ordonnée. Pas de dossier épais, pas de mise en scène. L'essentiel seulement. Il est entré, a posé ses clés, a jeté ce regard rapide qui lui servait à jauger l'atmosphère. Il a senti quelque chose. Cette retenue nouvelle, ce silence différent. Il a compris que ce soir-là ne serait pas comme les autres. Il faut qu'on parle, et a jeudi. Ma voix était calme, pas froide. Calme autrement. Celle qui n'attend plus d'être rassurée. Il s'est assis lentement. J'ai ouvert la chemise et posé le premier document sur la table. Une date, un lieu, rien d'accusateur en soi. Juste précis. Tu reconnais ? Et ai-je demandé. Il a regardé à peine une seconde, puis a haussé les épaules. Oui. Et alors ? J'ai posé le second papier. Puis le troisième. Les dates s'alignaient. Les absences trouvaient leur place. Les incohérences devenaient lisibles. Je ne commentais pas. Je posais. Les faits, nus, sans adjectif. Il a soupiré, comme lassé. Tu fais tout un drame pour des choses sans importance. Elles ont eu de l'importance pour moi, et ai-je répondu simplement. Il a tenté de reprendre la main, de parler de compartimentation, de nécessité, de protection. Il utilisait ces mots comme des boucliers, convaincu qu'il suffirait encore. Voilà, je l'ai laissé aller au bout. Ces phrases étaient bien construites, presque pédagogiques. Elles arrivaient trop tard. Quand il s'est arrêté, j'ai posé la dernière feuille. J'ai consulté. Hey, a jeudi. Il s'est figé. Qui ? Des professionnels. Et j'ai agi. Le silence qui a suivi n'était pas tendu. Il était vide. Comme si, pour la première fois, ces mots ne trouvaient plus où se poser. Il m'a regardé longuement, cherchant sans doute le doute qu'il avait toujours trouvé. Il n'y avait plus rien à exploiter. Qu'est-ce que tu veux ? A-il demandé. Plus bas. Cette question, je me la posais depuis des semaines. La réponse était claire. Je veux que ce qui me concerne ne soit plus décidé sans moi. Je veux sortir de ce rôle où je maintiens le calme pendant que tu vis ailleurs. Il a froncé les sourcils. Tu exagères ? Non. Je nomme. Il a baissé les yeux. Ce geste, si rare chez lui, m'a frappé. Je n'y ai vu ni effondrement, ni remords spectaculaires. J'y ai vu la fin d'une certitude, celle que mon calme le protégerait toujours. Il a parlé de nous, des années passées, de ce que les autres diraient, de l'image, de la stabilité à préserver. Ces arguments m'étaient familiers. Ils avaient longtemps guidé mes propres renoncements. Je les ai écoutés, puis j'ai répondu doucement. La stabilité qui repose sur ce que je n'ai jamais eu le droit de savoir n'est pas une stabilité. C'est un arrangement. Tu vas partir ? A-il murmuré. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne voulais pas transformer cet instant en menace. Je vais choisir. Et à jeudi. Il a tenté une dernière fois de minimiser, de parler d'erreur, pas de mensonge, de protection, pas d'exclusion. Je l'ai regardé sans colère, sans ironie. Protéger quelqu'un, et, à jeudi, ce n'est pas lui cacher une vie entière. Il n'a plus rien dit. Le silence qui s'est installé n'avait rien d'hostile. Il était définitif. Comme une ligne tracée, après trop d'années, à contourner l'essentiel. Je me suis levée. Il n'a pas essayé de me retenir. La confrontation n'avait rien de spectaculaire. Elle avait cette clarté nue qui ne laisse plus de place au déni. J'avais posé les faits. J'avais nommé. Et je n'attendais plus ni approbation, ni réparation. Ce soir-là, je n'ai ressenti ni triomphe, ni vengeance. Seulement un calme ferme, profond. Celui qui suit les décisions prises sans violence. Celui qui naît quand on cesse enfin de porter ce qui ne nous appartient pas. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. Je n'avais pas humilié. Mais l'éclatement n'a pas pris la forme d'un scandale. Rien n'a explosé. Rien n'a été jeté à la figure de l'autre. Il s'est produit autrement.
par déplacements successifs, comme si chaque chose trouvait enfin sa vraie place une fois le silence rompu. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été étrangement calmes. Il continuait à circuler dans la maison avec une prudence nouvelle, mesurant ses mots, ses gestes, comme on marche sur un sol devenu instable. Il parlait moins. Et quand il parlait, c'était pour tenter de réinstaller une normalité de surface. Comme si le quotidien pouvait recouvrir ce qui avait été nommé. Je répondais avec courtoisie, sans froideur, sans engagement. Mes phrases étaient brèves. Mes gestes précis. Je n'alimentais plus l'illusion. Cette retenue le désorientait davantage que n'importe quelle colère. Il avait toujours su composer avec mes silences anciens, pas avec celui assis. La famille aperçut le changement avant qu'il ne soit expliqué. Des appels hésitants. Des messages prudents. On me demandait si tout allait bien, avec cette inquiétude feutrée qui évite la vraie question. Je répondais simplement que les choses évoluaient. Ce mot suffisait à troubler. On attendait de moi un récit, une plainte, une position tranchée. Je n'offrais rien de tout cela. Certains ont tenté de relativiser. 30 à 5 ans de vie commune, disaient à il, ce n'est pas rien. Il fallait comprendre, replacer dans le contexte, préserver ce qui pouvait l'être. Ces arguments m'étaient familiers. Ils avaient longtemps servi à étouffer mes propres doutes. Je les écoutais désormais comme on écoute un discours ancien, sans m'y reconnaître. Mais comprendre n'était plus mon objectif. Me respecter, si. D'autres se sont tus. Un silence lourd, chargé d'une reconnaissance implicite. Ceux-là savaient peut-être, ou avaient deviné sans jamais oser nommer. Mon refus de me taire venait déranger un équilibre, plus large que notre couple. Il rappelait à chacun le prix d'une harmonie construite sur l'effacement d'un seul. La maison a changé de statut. Elle n'était plus un refuge, ni un symbole. Elle devenait un lieu de transition. Et je cessais d'y projeter des lendemains. Je ne réparais plus ce qui se fissurait. Je n'entretenais plus la fiction d'une continuité. Chaque pièce semblait déjà appartenir à un autre temps. Et je circulais dans ces espaces, avec une distance nouvelle, presque étrangère. Al y dormait parfois ailleurs, parfois sur le canapé. Aucune dispute ouverte. Aucun reproche frontal. Une séparation diffuse s'installait, irréversible, sans bruit. Les décisions prises dans l'ombre pendant des années commençaient à produire leurs conséquences. Des questions surgissaient, des incohérences apparaissaient. Le récit qu'il avait entretenu se fragilisait dès qu'il n'était plus soutenu par mon calme d'autrefois. Un soir, il a tenté de parler de compromis, d'arrangements possibles, de ce qui pouvait encore être sauvé. Il utilisait ce mot comme on s'accroche à une planche. Je l'ai laissé aller au bout. Puis j'ai répondu calmement que je ne cherchais plus à sauver une image. Je cherchais à rester entière. Cette phrase a clos la discussion. Définitivement. Je me suis rendu compte que je n'étais plus au centre du chaos. Les conversations se faisaient sans moi. Les justifications aussi. J'étais devenue extérieure à une histoire que j'avais longtemps portée seule. Cette distance n'était pas une fuite. C'était une libération. Je pouvais observer sans absorber, entendre sans porter. Il restait une tristesse. Pas celle du drame. Celle des habitudes qui se délitent lentement. Pas des projets qui n'auront jamais lieu. Des soirées qui ne seront plus partagées. Je l'acceptais sans la nourrir. Elle passait, comme passent les saisons, quand on cesse de leur résister. Je regardais parfois cet homme avec qui j'avais partagé tant d'années. Je ne voyais plus le mari solide, ni le pilier rassurant. Je voyais quelqu'un confronté à une limite qu'il n'avait jamais envisagée. La fin de mon rôle de gardienne du décor. Cette vision ne m'apportait ni triomphe ni vengeance. Elle m'apportait de la clarté. L'éclatement n'a pas détruit une famille. Il a révélé ce qui ne tenait que parce que je garda le calme à sa place. Les rôles se redistribuaient. Les masques tombaient. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de ce qui venait après. Parce que ce qui venait après ne dépendait plus de sa double vie. Il dépendait désormais de mon choix. La nouvelle vie n'a pas commencé par un départ spectaculaire. Elle s'est installée progressivement, presque timidement, comme si elle voulait s'assurer que j'étais prête à l'accueillir, sans la brusquer. J'ai quitté la maison, un matin clair, avec peu d'affaires, l'essentiel seulement. Le reste appartenait à une autre époque, à une autre version de moi à même. L'appartement était simple, lumineux.
Rien d'exceptionnel. Mais dès que j'ai posé les clés sur la table, j'ai senti une légèreté inconnue. Personne ne m'attendait. Personne ne surveillait mes horaires. Personne ne décidait de ce qui devait rester dans l'ombre. Ce silence-là n'était plus un poids. Il devenait un espace. Les premiers jours, je marchais beaucoup, sans but précis. Je découvrais les rues alentour, les commerces, les visages familiers de l'anonymat. Il y avait quelque chose de profondément réparateur dans le fait d'être inconnu, de n'être associé à aucun rôle, à aucune histoire figée. Je n'étais plus la femme calme qui arrange, j'étais simplement moi, en mouvement. Je réapprenais les gestes simples. Faire un repas pour une seule personne sans prompt, chercher à deviner les goûts d'un autre. Ranger sans anticiper une critique silencieuse. Choisir l'heure du coucher selon ma fatigue réelle. Ces détails, insignifiants en apparence, redessinaient mes journées. Ils m'apprenaient que la liberté n'est pas une abstraction, mais une somme de décisions minuscules. Il y a eu des moments de solitude. Pas de ceux qui effraient, mais de ceux qui interrogent. Le soir surtout, quand la lumière baisse et que le temps s'étire. Je m'asseyais près de la fenêtre, je regardais la ville respirer. Je laissais venir les souvenirs sans les retenir. Certains faisaient mal. D'autres me faisaient sourire. Aucun ne me dominait plus. J'ai rencontré des gens, pas pour combler un vide, simplement parce que les rencontres deviennent possibles quand on cesse de se cacher. Une voisine attentive. Un commerçant qui reconnaît votre visage. Des conversations sans enjeu, sans sou à entendu. Ces liens légers avaient une valeur immense. Ils ne me demandaient rien d'autre que ma présence. Je pensais parfois à lui, pas avec colère, avec une distance nouvelle. Je n'avais plus besoin de comprendre chaque détail de sa double vie. Ce besoin appartenait à la femme qui cherchait encore à réparer. Aujourd'hui, je savais que comprendre n'était pas toujours nécessaire pour se libérer. La clarté suffisait. Il m'est arrivé de douter, de me demander si je n'avais pas tout détruit trop tard, si le calme retrouvé valait le prix de tant d'années réévaluées. Ces pensées venaient surtout les jours de fatigue. Je les laissais passer. Elles ne tenaient pas longtemps face à cette sensation nouvelle, celle de ne plus me trahir moi-même. Je reprenais goût à certaines choses oubliées. Lire longtemps sans interruption. Écouter de la musique sans la commenter. Prendre le temps de ne rien faire. J'avais vécu tant d'années dans l'ajustement permanent, que le simple fait de ne pas m'adapter devenait une victoire silencieuse. Parfois, je me surprenais à sourire sans raison précise. Pas un sourire de façade. Un sourire intérieur, discret, presque étonné. Celui que l'on a quand on réalise que l'on n'est plus en train de survivre, mais de vivre autrement. Je réfléchissais aussi au pardon. Non comme une obligation morale, mais comme une possibilité lointaine. Je comprenais que pardonner ne signifiait pas excuser, ni rétablir un lien. Pardonner pouvait simplement vouloir dire ne plus laisser l'autre occuper mes pensées. Sur ce point, je ne me pressais pas. Certaines décisions demandent du temps pour devenir justes. Cette nouvelle vie ne promettait pas le bonheur éclatant. Elle offrait mieux, la cohérence. Mes gestes correspondaient enfin à mes valeurs. Mon calme n'était plus une posture. Il était devenu un état naturel, né de l'accord entre ce que je savais et ce que je faisais. Je savais que je n'étais pas arrivé au terme du chemin. Il restait une étape, celle où l'on regarde le passé sans trembler, où l'on accepte ce qu'il a coûté, sans le laisser définir ce qui vient. Cette étape approchait, et pour la première fois depuis longtemps, je n'en avais pas peur. Je savais que cette dernière étape ne serait pas un point final éclatant. Il n'y aurait ni révélation supplémentaire, ni réparation tardive. Seulement ce moment précis où l'on peut regarder ce qui a été sans chercher à le corriger, ni à s'en défendre. Ce moment est venu un matin calme, alors que la lumière traversait l'appartement sans réveiller d'anciennes douleurs. Je me suis assise près de la fenêtre, une tasse chaude entre les mains. La rue suivait son rythme, indifférente, vivante. Des pas pressés, des voix mêlées. Une ville qui continuait sans me demander de compte. Pendant longtemps, j'avais cru que l'on existait à travers le regard de l'autre, dans l'équilibre fragile qu'il fallait sans cesse maintenir. J'apprenais enfin que l'on peut exister pleinement dans l'absence de ce regard, dans cet espace neutre où rien n'est à justifier. J'ai pensé à la femme que j'avais été pendant toutes ces années, celle qui croyait que la durée était une preuve, celle qui appelait paix
ce qui n'était souvent qu'un arrangement silencieux. Je n'éprouvais aucune colère envers elle. Elle avait fait ce qu'elle pouvait, avec les outils qu'elle avait reçus, avec l'idée qu'aimer, c'est parfois se taire. Elle avait tenu longtemps, sans bruit, sans éclat, et tenir ainsi, sans se briser complètement, est déjà une forme de courage. Puis j'ai pensé à celle que je devenais. Plus lente, plus attentive à ce qui se joue derrière les mots. J'avais compris que la vérité n'a pas besoin d'être criée pour être ferme, qu'elle peut s'installer doucement, comme une limite claire que l'on sait sans fin de franchir. J'avais compris aussi que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais l'accord profond avec ce que l'on refuse désormais, d'accepter. Je me suis interrogée sur la notion de réparation. On parle souvent de tourner la page, de reconstruire, de sauver ce qui peut l'être. Mais certaines histoires ne demandent pas à être réparées. Elles demandent à être reconnues pour ce qu'elles ont été, puis déposées là où elles ne peuvent plus nuire. Je n'avais pas besoin d'aveux tardifs, ni d'excuses partielles. J'avais besoin de cohérence. Et cette cohérence, je l'avais trouvée en cessant d'attendre. Il restait une mélancolie, discrète, presque élégante. Celle des années vécues à côté d'une vérité qui m'aurait permis de choisir autrement. Celle des projets construits sur une base fausse. Cette mélancolie n'était plus une blessure vive. Elle était devenue une ligne fine, intégrée, qui me rappelait le prix de ce que j'avais accepté trop longtemps. Je la portais sans la nourrir. Elle appartenait à mon histoire, pas à mon avenir. La liberté tardive a aussi son poids. Réinventer ses habitudes. Traverser seul des moments que l'on imaginait à deux. Accepter certains silences. Mais ce poids n'était plus une punition. Il était le prix juste d'une vie redevenue mienne. Et je l'acceptais sans amertume, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se choisir. J'ai repris mon carnet. Je l'ai feuilleté lentement. Les premières pages portaient encore la trace de mes nuits d'insomnie, de cette lucidité douloureuse qui cherchait une issue. Les dernières étaient plus calmes, presque apaisées. Je me suis rendu compte que je n'écrivais plus pour comprendre ce qui m'avait été caché, mais pour transmettre une permission. Pas une accusation, une possibilité. Celle de ne plus se taire pour préserver une histoire qui vous efface. Si quelqu'un devait lire ces lignes un jour, j'aimerais qu'il y trouve ceci. La durée ne justifie pas le mensonge. L'harmonie construite sur l'ignorance d'un seul est une trêve fragile. Et la vérité, même tardive, n'est pas une catastrophe. Elle est une clarification. Je me suis levée. J'ai rangé le carnet dans un tiroir. J'ai regardé cet espace simple, lumineux, sans trace de victoire ni de défaite. Il y avait de l'air, de la place, une présence tranquille. Rien n'avait été détruit. Quelque chose avait été remis à sa juste place. Je n'ai pas cherché à punir, je n'ai pas cherché à humilier, je n'ai pas cherché à être reconnue comme une victime. J'ai simplement cessé de protéger une histoire construite sur mon ignorance. Et aujourd'hui, dans ce calme que je n'avais jamais connu, je peux enfin le dire sans trembler, comme un message adressé à celles et ceux qui se taisent trop longtemps. Le silence peut aussi être une forme de justice.